Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion. Une émission que je vais présenter avec Frédéric Maurice, le chef de l'édition Nice Métropole de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président des Républicains. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour, merci de votre invitation. Éric Ciotti, vous avez publié jeudi une réponse au vitriol à la lettre que vous avez adressée en début de semaine Christian Estrosi. Il appelait à l'apaisement. Pourquoi refuser la main tendue de Christian Estrosi ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une réponse au vitriol, je ne crois pas, c'est une réponse en tout cas sincère et vraie. Pour moi, la politique, elle réside sur la vérité d'abord. Je n'aime pas les faux-semblants, je n'aime pas les discours aseptisés, mielleux, qui ne reposent sur aucune réalité, bien au contraire. Voilà, donc aujourd'hui, il y a le constat de désaccord. Ces derniers temps, les discours ne sont pas aseptisés entre vous deux. Oui, mais ce courrier, en tout cas celui de Christian Estrosi auquel j'ai répondu, était un peu dans cette tonalité. Il y a des désaccords, ils sont profonds, ils ne sont pas sur la base personnelle. Nos relations personnelles, c'est une chose. J'ai dit ce que j'avais à dire dans ce courrier. Là encore, je dis, j'aime pas des attitudes un peu, si vous me permettez l'expression, un peu faux cul. Voilà. Il y a, personnellement, on a notre histoire. C'était faux cul la lettre de Christian Estrosi. Et Christian Estrosi sait bien pourquoi elle est dégradée. Voilà. Et ça nous appartient. Et c'est pas glorieux pour lui. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Mais sur le fond, on est élu. On est en responsabilité. Je suis député de Nice. J'ai été élu 4 fois député de Nice, 2 fois dans des batailles très violentes contre les candidats de Christian Estrosi, avec un engagement de toutes les forces de la mairie pour soutenir, notamment la dernière fois, M. Monetti. On a même assisté à quelques jours du premier tour des élections législatives à un tournoi de boules qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, dont le coup d'envoi a été donné par mon adversaire. Bon, tout ça, Christian Estrosi le sait bien. Il y a eu ces débats électoraux. Ils ont été tranchés par les Niçois. J'ai gagné 2017-2022 contre les candidats de Christian Estrosi. Christelle Dintorni a gagné dans la 5e circonscription, dans la circonscription de Christian Estrosi. Donc il y a cette légitimité électorale qui me donne des devoirs, une responsabilité, c'est de parler au nom des Niçois. Et là, on en vient au désaccord de fond. Et ces désaccords, ils sont nombreux, on va sans doute en parler, mais ils ne relèvent pas de la communication. Moi, je veux parler en sincérité, en vérité. J'ai toujours dit la vérité et vous pouvez être témoin que toutes les alertes que j'ai formulées depuis des années, et y compris depuis plusieurs mois sur la tempête Alex, malheureusement, toutes se sont avérées exactes. Que ce soit sur la situation budgétaire extraordinairement dégradée, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur les travaux de la tempête Alex, que ce soit sur le climat à la mairie, que ce soit sur l'aménagement de la plaine du Var. Voilà, on a des désaccords. C'est aussi ça le débat politique. Alors justement, ces sujets, vous souhaitez les aborder à l'occasion d'un débat. Vous avez fait la proposition à Christian Estrosi. Est-ce que vous avez eu un retour de Christian Estrosi ? Est-ce que vous pensez que ce débat pourra avoir lieu ? Écoutez, plutôt qu'échanger des courriers, ce que je conçois peut être réducteur. Parce que là, vous faites marcher la poste en ce moment. Il faut que nous ayons l'occasion de débattre de ces sujets. Christian Estrosi m'a répondu. Alors j'entends qu'il dit « j'ai compté les courriers que je lui ai adressés ». Les courriers que j'évoquais, c'est sur la tempête Alex. Parce que ce qui s'est passé est d'une extrême gravité dans nos vallées, où on a délibérément arrêté des travaux, ce qui pouvait mettre en danger des personnes pour des raisons financières. Et ça, je le dis, je le maintiens, je l'appuie, et j'ai tous les documents qui l'attestent. J'ai tous les documents qui l'attestent. Mais sur le reste, je veux dire que oui, nous échangeons, mais ce débat, il est naturel aujourd'hui, puisque Christian Estrosi dans sa missive, il a porté des attaques. Mais débattons de la situation financière, débattons de l'aménagement de la plaine du Var, débattons de la politique économique, des congrès, des tourismes, de la sécurité, de l'organisation des services. Tout ça, on peut le faire maintenant.
maintenant. Quand vous allez jusqu'à évoquer sa responsabilité dans la sécurisation de la promenade des Anglais, est-ce que ce n'est pas un peu préjugé d'une décision de justice qui n'est pas encore intervenue? Je ne l'ai pas évoqué, si vous lisez bien mon courrier. J'ai dit que j'aurais pu aller sur ces sujets. Oui, vous l'évoquez du coup. Je ne le fais pas puisque la justice est saisie. Et la justice dira ce qu'il en est en cause, ce qu'il en est. J'ai vu que l'ancien procureur de la République, suivi par le magistrat instructeur, avait élargi le champ de l'information judiciaire. Je n'ai pas à me prononcer. Voilà, mais en tout cas, il y a ce sujet. Moi, je ne l'évoque pas de façon perfide. Il est sur la table et il est important pour les Niçois aussi, là-dessus, de connaître la vérité. Est-ce que ça veut dire que la campagne des municipales a déjà démarré avec cette lettre? Parce que vous proposez un débat, mais quid après? Parce que finalement, ça sera le début d'une campagne. Nous verrons bien. J'ai déjà dit que je serai au rendez-vous de l'avenir de notre ville. Voilà, que je me préparais à porter une espérance pour Nice. Le moment n'est pas venu d'annoncer cette candidature, mais on mesure bien aujourd'hui qu'il y a des désaccords de fond profonds avec Christian Estrosi. Je suis très inquiet par l'avenir de notre ville, parce qu'aujourd'hui, il y a une communication, je dirais une surcommunication abondante, permanente, une politique de paillettes, beaucoup d'argent porté sur des événements qui durent une journée. Et pour le reste, notre ville s'affaiblit. Quand nous voyons l'étude de la Fondation Abbé Pierre qui dit que 78 000 Niçois vivent en deçà du seuil de pauvreté, avec le quartier le plus pauvre de France à Nice. Quand on voit la dégradation de notre artère centrale, l'avenue Jean Médecin, parlez aux Niçois, vous les écoutez, ce sont vos lecteurs, vous mesurez leur angoisse aujourd'hui. On n'ose plus sortir à certaines heures de la nuit, avenue Jean Médecin, parce que ça change, ça se modifie. Il y a des dealers qui sont dans les rues transversales, qui arrivent à Jean Médecin. Donc tout ça, les Niçois le mesurent. Il y a une inquiétude financière qui est devant nous. Nice va vers une situation budgétaire intenable dans les mois et les années qui viennent, qui va asphyxier nos capacités d'action par une dette. Si on ajoute la dette de la métropole et la dette de la ville, fin 2023, on sera pas loin de 2,5 milliards d'euros de dette. Ça veut dire que la dette par habitant, elle est plus élevée qu'à Paris. Ça veut dire qu'on est la métropole la plus endettée par habitant et que tout ça va priver d'action sur les années à venir. Donc on est un peu dans une fuite en avant de dépenses de communication, de dépenses de l'immédiateté au détriment de l'avenir de notre ville et de son intérêt. On reste sur Nice, Éric Ciotti, avec une question posée par un Niçois qui a rencontré Tristan Gasparot de Radio Émotion, le partenaire de cette émission. Bonjour Monsieur Ciotti, je m'appelle Johan et ma question est la suivante. Pourquoi êtes-vous passé de l'amour à la haine avec Christian Estrosi? Ce n'est pas une question d'amour et de haine. Encore une fois, nos relations personnelles, elles ne doivent pas rentrer en cause et elles importent peu. J'ai dit des choses sur le sujet, vous les connaissez. La relation, elle repose sur un constat très différent, sur l'état de notre ville, sur sa situation et sur ce qu'il faut faire demain pour la redresser. Oui, vous avez été associé à cette gestion, vous avez assisté à l'installation du deuxième mandat, vous étiez là, donc ça veut dire que vous souteniez jusqu'ici. Il y a une rupture depuis? Il y a une rupture très nette. Il y a une rupture très nette. J'ai été premier adjoint en 2008, donc ouais. Ça fait quelques années. J'ai été ensuite au département, où j'ai participé à redresser la collectivité départementale, aussi sur les finances, qui a une gestion particulièrement saine. Et en 2014, vous assistiez à l'installation de Christian Estrosi. 2014, Christian Estrosi était membre de ma famille politique. C'était l'UMP à l'époque. Et 2020, après, vous ne présentez pas. Je dirais que c'est depuis une dizaine d'années qu'il y a cette dérive, une dérive politique aussi. C'est que politique, ça n'est pas personnel? Il y a une dérive politique avec un changement d'appartenance politique et beaucoup d'électeurs ont eu quelque part le sentiment d'avoir voté pour un candidat en 2014 qui, en cours de mandat, a changé. Mais ce n'est pas qu'une question d'étiquette. Notamment en soutenant Emmanuel Macron.
Et puis après, il y a, je le redis, une appréciation très différente sur la gestion, sur la relation avec l'argent public. Justement. Sur ce qui me choque aussi, je le dis, c'est une forme de dérive, je l'ai exprimé dans mon courrier. On a le sentiment, et d'ailleurs Christian Estrosi parle toujours à la première personne, mon personnel, ma police municipale. Non, Nice n'est pas la propriété de Christian Estrosi. Critiquer vous le dites souvent, certains éléments de la politique, c'est pas critiquer Nice. J'aime Nice, je suis niçois, je veux le meilleur pour Nice. Justement, et je me battrai toujours pour Nice. Justement, vous critiquez beaucoup la politique des Christian Estrosi, ce qui est tout à fait légitime. Quand est-ce que vous proposerez, parce que c'est une question qui revient souvent à Nice, mais quand est-ce que vous proposerez une alternative? Quand est-ce que vous proposerez des éléments pour dire, voilà, quelle serait ma politique à moi si en 2026 je suis élu? Le temps n'est pas venu à proposer un projet municipal. Quand on tourne en rond dans les critiques quand même. Il y a d'autres étapes. Aujourd'hui, c'est Christian Estrosi qui est maire de Nice. Il conduit une politique, il fait des choix qui, pour moi, sont dangereux pour l'avenir de Nice. Et aujourd'hui, mon devoir, c'est de les dénoncer. Oui, mais au bout d'un moment, c'est de les dénoncer. Ça fait plusieurs années que vous les dénoncez. Mais vous savez, on peut comparer. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? On peut comparer. Moi, je suis élu au département, aux côtés de Charles Anginesi. Ouais. Il y a deux politiques. Il y a une politique au département de transparence, de rigueur, qui a fait que nous avons diminué nos dépenses de fonctionnement, qui a fait que nous avons diminué notre dette de façon très importante et qui a fait que nous avons diminué nos impôts. La dernière fois où il y a eu, puisque la loi aujourd'hui nous a enlevé cet impôt, mais une taxe foncière départementale, nous avons par 2 fois, en 2020, en 2021, diminué de 15% la taxe foncière. Donc les Azuréens et les Niçois qui sont Azuréens peuvent comparer. C'est un sujet important quand vous dites qu'est-ce qu'on va faire. Bien gérer l'argent public, c'est déjà le premier devoir d'un élu. Ne pas le gaspiller. Quand je vois que la destruction d'Acropolis, du théâtre de Nice, du bowling, de la cinémathèque, si on reconstruit, là on a détruit, mais rien n'est prévu pour la reconstruction. Si on reconstruit ces éléments, l'addition de la destruction et de la reconstruction coûtera aux contribuables niçois et métropolitains 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on ne doit rien dire? Regardez, le théâtre de Nice est tombé, il a été mis à terre il y a plus d'1 an. Par quoi est-il remplacé aujourd'hui? Est-ce qu'on a une grande scène nationale? C'est un théâtre national. Regardons comment on a été sanctionné au plan culturel lors de la compétition pour Nice, pour la ville, capitale européenne de la culture. Nice est arrivé après Bourges et Clermont-Ferrand. J'ai rien contre ces villes, mais quand même, la capitale de la Côte d'Azur, derrière Bourges et Clermont-Ferrand, alors que la Côte d'Azur, c'est la culture. Alors, il y a un nouveau projet dont on parle beaucoup depuis quelques jours, c'est le projet de fusion hospitalière avec ce nouvel hôpital d'un coût de 500 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec ça? Mais dans l'esprit qu'on améliore notre capacité de prise en charge hospitalière, qui peut être opposé? Donc moi, je suis toujours favorable et je soutiendrai les projets qui vont dans le sens de l'intérêt général. Nous l'avons toujours fait. Nous l'avons toujours fait. Au département, nous avons toujours soutenu les projets qui allaient dans le sens de l'intérêt général. Je note, je fais une toute petite parenthèse, il y a un projet que je soutiens, c'est l'hôtel de police de Nice, je l'ai même soutenu à l'Assemblée nationale. Quand le département a voulu aider, et nous étions dans les cofinanceurs au début, on était même dans les logos quand M. Castaner est venu, il y a eu plusieurs dépôts de première pierre, la ville de Nice a refusé que nous participions au financement, alors qu'on était prêt à donner plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Est-ce que c'est normal? Donc, nous servons l'intérêt général. Pour l'hôpital, il en sera de même. Ce que je dis, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai dit que cette annonce, qui était une annonce médiatique, simplement pour faire contre-feu au scandale de la gestion de la tempête Alex. Je connais très bien Christian Estrosi, je sais comment il fonctionne, quand il est en difficulté. Vous dites que c'est un prétexte, c'est un contre-feu. Il va sur un autre terrain. Ce projet aujourd'hui, il n'est ni préparé, ni étudié, ni financé. Il peut être bien demain, mais j'ai échangé avec le président de la Fondation Lanval. Il n'était pas au courant, et le président de la Fondation Lanval, il n'a pas envie d'enlever Lanval de la promenade des Anglais. Parce que là, tous les Niçois, ils sont attachés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire quoi? Comment on finance les 500 millions?
J'ai eu le directeur général du Centre de lutte contre le cancer, le professeur Emmanuel Baranger, qui dirige la Cassagne. Lui non plus. Et vous l'avez vu, ils ont fait un communiqué commun. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui ai guidé leur plume. Quand les deux, il y a 3 acteurs, quand il y en a 2 qui disent on n'a mais pas été concerté, on n'a pas été. Et j'ai eu l'occasion d'échanger, ce qui est encore plus grave, avec le ministre de la Santé, qui m'a dit qu'à ce stade, il n'avait validé aucun projet et aucun financement n'était prévu. La réalité, elle est là. Vous savez, tout ce que je dis est vérifiable. Et j'ai même des écrits. Donc, demain, si on travaille pour un nouveau projet, mais il faut à minima que les acteurs concernés soient associés. Et je pense que c'est aussi dangereux d'enlever toutes nos structures hospitalières du cœur de ville. L'Enval doit rester sur la promenade des Anglais. C'est ce qui est prévu. Un centre, je ne l'ai pas entendu. Moi, j'ai vu la déclaration de Christian Estrosi dire on va vendre Cimier. Bon, on va le donner à qui? À un promoteur. On va vendre. Il y a l'Enval. On a des sites, on a des patrimoines qui n'appartiennent pas à Christian Estrosi, qui n'appartiennent pas au CHU. Et je trouve que la méthode, elle est un peu étonnante. Christian Estrosi n'a-t-il que des défauts? Contre vents et marées, par exemple, il a mené le projet de tunnel de la ligne 2 du tram. Il avait tout le monde contre lui, toute l'opposition, bien des associations, etc. Finalement, ce tunnel aujourd'hui a vu le jour. Est-ce que c'est un succès, ce tunnel? Est-ce que cette ligne 2 est un succès, selon vous? Est-ce qu'il a bien fait de s'accrocher à ce tunnel contre tout le monde? Cette ligne est un succès. Et je vous rappelle que le département a apporté une contribution très importante à cette ligne 2, une contribution de plus de 50 millions d'euros. On avait également financé la prolongation de la ligne 1 et naturellement, préalablement... Vous ne souteniez pas le tunnel, hein? Non, moi j'ai dit à l'époque, j'étais premier adjoint de Christian Estrosi, on avait lancé avec Christian Estrosi un projet qui passait par la promenade des Anglais. Ce projet, on peut en débattre, sur tous les plans, mais ce projet... il était 3 fois moins cher. Donc aujourd'hui, on ne va pas revenir là-dessus, le tunnel est fait. Quand j'étais président du département, j'ai décidé de le soutenir. Ça relève de la décision de la mairie. Cette ligne fonctionne très bien, il n'y a pas de sujet. Mais dans la vie, vous savez, quand on doit acheter une voiture, des fois, on arbitre entre ceux qui peuvent acheter la Clio, ils auraient bien envie peut-être d'acheter la Ferrari, absolument. Mais leur revenu ne le permet pas. Ouais. Donc, quand on a un projet, il y a un projet à 1 milliard et il y a un projet à 300 millions, on peut réfléchir. Ce n'était pas un projet idiot sur la promenade des Anglais. C'était un projet environnemental qui réduisait les voies de circulation sur la promenade. Qui au sud ne desservait personne. Qui avait la même problématique sur l'Est et l'Ouest, qui passe 200 mètres un peu plus au sud. Bon, il y avait des arguments techniques, mais il y avait aussi cet argument budgétaire. Christian Estrosi a arbitré différemment, mais aujourd'hui c'est fait. Moi, ce qui m'importe, c'est l'avenir. Et pour financer des grands projets pour l'avenir, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, la ville fonce à grande vitesse vers le mur, surtout la métropole, dont les finances sont tellement dégradées. Quand vous me dites, vous critiquez, mais ces critiques, les Niçois peuvent les mesurer parce qu'ils payent aujourd'hui déjà la conséquence de cette situation. Quand il y a de la dette, eh bien, et qu'on continue à dépenser beaucoup, qu'est-ce qui se passe? La métropole ou la ville sont contraints d'augmenter les impôts. Depuis 2018, on a un nouvel impôt métropolitain. Il n'a aucune raison d'être parce que la métropole, elle a pris les compétences des communes. Donc, elle n'a pas de compétences nouvelles, donc elle ne devrait pas avoir de coûts de fonctionnement. Elle a créé un impôt, c'est 15% en moyenne de taxes foncières en plus. Vous avez assisté, vous l'avez vous-même, quand Christian Estrosi était là, vous l'avez vous-même dit, l'augmentation très forte des transports, l'augmentation de l'eau, c'était aussi dans les colonnes de Nice Matin, qui va continuer à augmenter, d'autant qu'on nous annonce une station d'épuration à 700 millions d'euros qui va être financée par l'augmentation de l'eau. La taxe sur les ordures ménagères, qui a augmenté aussi fortement. Si vous prenez l'impôt métropolitain, les transports, l'eau, la taxe sur les ordures ménagères, pour un ménage qui a un couple avec 2 enfants, qui a un petit appartement de 2 pièces au cœur de Nice,
eh bien c'est 400 € de pouvoir d'achat en moins par an. C'est pas rien. Donc quand on a ces débats, c'est pas des débats où on s'accroche ou parce qu'on s'aimerait pas, on s'oppose. Non, ce sont des débats fondamentaux. On en paye le prix. Les Niçoises et les Niçois en payent déjà le prix aujourd'hui. Et demain, non seulement il y aura une double peine. Non seulement les prix, l'eau, je vous l'annonce, mais aussi la fiscalité va continuer à augmenter et tous les travaux vont devoir s'arrêter parce qu'on ne pourra pas les payer. On continuera à suivre ça. On est dans une alerte rouge financière. Et là encore, c'est Christian Estrosi lui-même dans vos colonnes qui, un matin, peut-être frappé par une lucidité nouvelle, avait dit qu'il y avait un danger pour les finances de la ville. Frédéric. Tout à fait, c'était dans Nice Matin. On ne vous a pas beaucoup entendu à cette occasion. Est-ce que vous regrettez le départ du préfet Bernard Gonzalez ? Ce n'est pas à moi à juger. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'État soit fort. On a besoin d'un préfet fort. Il ne l'était pas sous Bernard Gonzalez ? Il a démontré souvent une proximité étonnante avec la ville de Nice, voilà, et avec ses élus en tout cas, pas avec l'institution. Hugues Moutou est un préfet fort. Écoutez, le préfet Moutou a démontré dans son parcours, et notamment dans son précédent poste, beaucoup de qualités. Il vient d'arriver, il a montré en arrivant, notamment dans la gestion de la tempête Alex, des qualités de courage. Et puis, voilà, j'ai bien aimé sa formule sur les mineurs délinquants après les émeutes. De claque et au lit. De claque et au lit, voilà. C'est quelqu'un d'autorité, mais non, on verra comment il conduit sa politique, mais encore une fois, on a besoin d'un représentant de l'État indépendant, fort, qui fasse respecter les lois de la République partout, sur tout le territoire du département des Alpes-Maritimes. Sur un autre sujet, est-ce que vous vous réjouissez de la belle entente affichée entre Renaud Muselier et Laurent Wauquiez au sujet de la candidature des deux régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes pour les JO de 2030, les JO d'hiver? Oui, c'est une belle initiative que je soutiens, que j'approuve. C'est une chance pour notre région. Je crois que les deux régions additionnées seront plus fortes pour soutenir cette candidature. On a la puissance de frappe des Alpes du Nord, voilà, qui ont accueilli 2 fois les Jeux Olympiques dans leur histoire, Grenoble et Albertville, avec des infrastructures qui existent. Et puis on a la spécificité de la région PACA. Donc je m'en réjouis et je salue cet accord et cette alliance, et je vais même plus loin, on en a parlé avec Charles Ginesi. Nous, le département est prêt bien entendu, à participer, à s'associer à cette démarche. Nous le ferons de façon très, très volontaire et très positive si on nous y invite. Et vous pensez qu'on a des chances de l'emporter pour ces JO d'hiver 2030 ? J'ai longtemps échangé sur ces sujets avec Laurent Wauquiez. Je crois qu'on a de vraies chances. C'est une candidature solide et qui mérite naturellement d'être soutenue. Vous n'avez pas échangé avec Renaud Muselier sur le sujet, j'imagine? Non. Alors, on passe au contexte national. Vous avez annoncé très vite cette semaine... Mais je peux le faire s'il le souhaite, je suis à sa disposition. Bon, le message est reçu, est envoyé en tout cas. Vous avez annoncé très vite votre participation à la marche de dimanche contre l'antisémitisme à Paris. Vous avez appelé jeudi les militants des Républicains à faire de même. Quelles sont les conditions pour que cette marche soit un succès? On a vu toutes les polémiques politiques depuis l'annonce par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. J'espère qu'il y aura une immense mobilisation dimanche, à Paris bien sûr, mais aussi dans les villes de France qui organisent des moments de rassemblement. L'antisémitisme est une abomination. On voit depuis cette attaque du 7 octobre dernier en Israël, cette attaque terroriste, islamiste, d'une violence inouïe, d'une barbarie terrifiante. Des enfants ont été décapités, des bébés ont été brûlés, des familles ont été décimées, des vieillards ont été tués dans des conditions terrifiantes. J'ai vu les images, je suis allé sur les lieux. J'ai vu le sang dans des salles à manger où il y avait encore les photos d'une famille, où il y avait les assiettes au cœur d'un repas. On a vu, quand on voit ça,
je suis extraordinairement choqué qu'il n'y ait pas eu une réaction plus rapide en France. Oui, parce qu'il a fallu attendre plus d'un mois. Pour dénoncer cela. Je suis terrifié qu'il y ait des milliers d'actes antisémites. Je mesure le ressentiment, l'angoisse, mais aussi le courage de nos compatriotes de confession juive, les Français de confession juive. Voilà. Ce ne sont pas des Israéliens qui aujourd'hui sont pris pour cible, où on accole sur leur porte d'entrée des étoiles de David pour les stigmatiser, rappelant les pires moments de notre histoire, comme si l'humanité n'avait rien appris. Eh bien, il faut réagir, il faut que tout le monde se soulève et que dimanche, il y ait des millions de Français qui manifestent, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur appartenance politique. Tout le monde doit être là. Tout le monde doit être le bienvenu. Éric Ciotti, c'est une guerre de civilisation, comme l'a qualifié Christian Estrosi cette semaine, sans esprit polémique, mais Christian Estrosi a parlé d'une guerre de civilisation qui a été déclarée le 7 octobre. C'est quelque chose que vous partagez ? Oui, je partage. Ceux qui ont fait ça, le Hamas, organisation terroriste islamiste, c'est la même racine que Daesh, c'est la même vocation. C'est détruire par une idéologie tous ceux qui ne ressemblent pas à eux. Les juifs, les chrétiens, c'est cela. Donc oui, l'Occident est pris pour cible. Les valeurs de liberté, la démocratie, la tolérance, la laïcité républicaine, tout ça est l'ennemi de ces gens, de ces barbares, des islamistes, qu'ils aient pour nom Daesh ou qu'ils aient pour nom le Hamas. C'est la même source. Pour revenir à la marche de dimanche, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a indiqué que le Rassemblement national n'y avait pas sa place. Est-ce qu'il a tort ? Bien sûr qu'il a tort, c'est ridicule, c'est médiocre. Voilà. Je suis là aussi un peu atterré par ces polémiques. On a besoin d'unité nationale. On ne va pas séparer, trier, mettre derrière ceux qui manifestent parce qu'ils auraient des convictions politiques. Voilà. Il y a des Français qui votent pour Madame Le Pen. Elle a fait 42% à l'élection présidentielle et ceux-là seraient des mauvais Français. Je récuse depuis des années ce discours. Je récuse cette stigmatisation. Si ces Français vont dans ce sens, c'est parce qu'on n'a pas réglé les problèmes qui les préoccupent, parce qu'ils ont une inquiétude pour l'avenir, parce qu'ils ont une inquiétude face à l'islamisme, face à la montée de l'immigration, de l'insécurité, de la violence notamment. Et donc, dans ce moment qui appelle à l'unité, au rassemblement, stigmatiser, séparer est quelque part une faute. Voilà, donc dimanche, tous doivent être... J'ai rédigé hier une tribune disant qu'il ne devait pas y avoir de séparation, il ne devait pas y avoir de distinction. L'unité, le rassemblement de tous les Français qui disent non à l'antisémitisme, cela est le seul message. Tous doivent être là, y compris Emmanuel Macron. Si le président de la République est là, ça donnera encore plus de force. Là encore, j'ai écrit à Emmanuel Macron pour lui dire « Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore eu un hommage aux Français assassinés par le Hamas. 40 morts, 40 Français ont été assassinés. C'est le pire attentat islamiste depuis Nice, depuis le 14 juillet 2016 qui a frappé au cœur notre ville. Et là, rien, pas d'hommage. On a l'impression qu'il y a une forme d'en même temps, que Emmanuel Macron a le bras un peu bridé par ce qu'on entend sur certains territoires en France aujourd'hui. Voilà. Je l'appelle à la clarté là aussi. Et je pense que ça serait un très bon signe qu'il soit là dimanche. Peut-être qu'il est aussi retenu par la complicité de la situation là-bas. Justement, est-ce qu'on ne peut pas partager la douleur d'Israël tout en critiquant sa vengeance aveugle ? Non, je ne crois pas qu'il faille. J'entends ce discours. Je l'ai dénoncé moi-même à plusieurs reprises et devant Emmanuel Macron. Vous savez, le discours en deux parties. La première partie, on dénonce, et la seconde, on nuance. Eh bien, rien ne peut nuancer, expliquer, justifier ce qu'a fait le Hamas. Cette abomination n'a aucune explication. Aucun conflit territorial ne peut expliquer cela. Et je le dis,
pour moi, il est légitime que Israël, État démocratique, eh bien, se protège et se défende. Par tous les moyens. Demain, il y aura... mais comment concevoir l'avenir dans cette région du monde, une région tourmentée, de cet Orient compliqué, comme le qualifiait le général de Gaulle, quand pendant la guerre, il allait vers la Syrie, là où, pour représenter la France. Comment concevoir demain qu'il y ait aux portes de Tel Aviv, de Jérusalem, un État aux mains du Hamas qui a pour objectif, pas simplement de détruire Israël, mais de rayer chaque juif de la planète. Donc vous n'appelez pas, c'est pas possible. Vous n'appelez pas au cessez-le-feu, vous n'appelez pas une trêve humanitaire. Je comprends. Même pas une trêve humanitaire. Je comprends la volonté d'éradiquer le Hamas. Voilà. Après, bien entendu, il doit être pris en compte l'exigence humanitaire. Il doit y avoir des corridors humanitaires. Les pays arabes peuvent et doivent aussi prendre leurs responsabilités pour accueillir des blessés, des réfugiés. Je pense en particulier à l'Égypte. Mais je comprends aussi, bien entendu, la nécessité pour Israël de se défendre. C'est sa survie qui est en cause. C'est sa survie. Et soyons aussi solidaires, parce que nous avons les mêmes ennemis. Nous avons les mêmes ennemis. Et si Israël cède, si Israël tombe, quel sera le prochain? Pensons-y. Éric Ciotti, le projet de loi immigration a été examiné au Sénat cette semaine. Je vous propose d'écouter Lionel Lucas, le maire Les Républicains de Villeneuve-Loubet. Moi, je trouve anormal que quelqu'un qui travaille dans notre pays, et qui n'a pas de papier, mais qui travaille, qui paye des cotisations ou autres, ne soit pas régularisé. Donc la régularisation notamment des travailleurs dans les métiers en tension, c'est plutôt une bonne option. Oui, puis ceux qui travaillent déjà. Vous vous rappelez que ceux qui faisaient les travaux pour l'Assemblée nationale, ils étaient tous clandestins. Mais ils travaillaient. Le problème, c'est ceux qui ne travaillent pas. Et le problème, c'est ceux qui ne sont pas des immigrés, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est plutôt les deuxième, troisième générations qui posent un certain nombre de problèmes. Alors Éric Ciotti, c'est un dangereux immigrationniste, Lionel Lucas? Pour une fois, je ne serais pas d'accord avec Lionel Lucas. De quoi parle-t-on? Pas d'étrangers en situation régulière qui travaillent. Quelqu'un qui est arrivé en France qui travaille, qui paie ses cotisations, naturellement, c'est mieux que quelqu'un qui ne travaille pas. Là, on parle des étrangers en situation régulière. Là, de quoi s'agit-il dans ce débat? C'est de régulariser ceux qui sont arrivés en situation irrégulière, donc qui ont violé la loi, parce que franchir une frontière de façon illégale, c'est violer la loi, ou qui étaient arrivés de façon légale et sont rentrés en clandestinité. Par exemple, en abusant du droit d'asile, en prétendant qu'ils pouvaient être des réfugiés, ce qui est faux dans les 3/4 des cas, presque 200 000 demandes d'asile en 2023, les 3/4 sont des fausses demandes d'asile, donc il n'y aura pas de statut de réfugié, et qui ensuite se maintiennent à vie sur le territoire parce qu'on ne les expulse pas. Vous savez, sur cette question, je crois que c'est une question de mauvaise foi. Monsieur Mitterrand avait régularisé, je crois, presque 150 000 étrangers en situation irrégulière. Monsieur Jospin en avait régularisé 75 000. Monsieur Hollande, avec monsieur Valls, a mis en place cette circulaire de régularisation, qui fait que chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers, 33 000 je crois l'année dernière, d'étrangers en situation irrégulière qui sont régularisés. Qui travaillent tous, qui sont tous intégrés. Non, beaucoup ne sont pas intégrés. Et on ne vérifiait pas les critères d'intégration. Moi, ce que je dis, c'est que si on a la certitude, quand on vient en France de façon illégale, d'être régularisé, le message, il est très directement adressé à ceux qui veulent venir. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui importe, c'est de dire qu'il faut arrêter cette immigration de masse. 500 000 étrangers sont arrivés en situation légale l'année dernière. Hein. Oui, 105 000. 105 000. C'est aujourd'hui le premier volet, vous avez raison, qui repartent, pas tous. Pas tous, et souvent, c'est des étudiants, je ne dirais pas dans les plus grandes filières d'excellence. Et ça mériterait qu'on regarde. Il y avait 2 fois moins d'étudiants lorsque M. Sarkozy était président de la République, en 2012. Donc en 10 ans, le nombre d'étudiants a doublé. Je ne pense pas que la qualité de nos études en France ait été multipliée par 2. Voilà, ça veut dire que c'est aussi une filière
migratoires qu'il faudrait regarder avec un peu plus de vigilance. Donc aujourd'hui, quand on accueille 500 000 étrangers en situation régulière, plus sans doute se trouve dans notre pays presque 1 million d'étrangers en situation irrégulière, il faut arrêter d'adresser des messages. Il faut arrêter ce qui peut constituer un appel d'air. Donc il faut de la lucidité, il faut du courage. Vous savez, il y a 400 000 étrangers légaux inscrits à Pôle emploi. Il y a 5 millions de Français inscrits à Pôle emploi. Et on nous dit qu'on aurait besoin d'aller chercher des clandestins. Bien, moi je dis formons les Français, il faut mieux les payer, notamment dans les métiers qui sont des métiers difficiles. Oui, mais... On nous dit qu'il n'y a que les étrangers qui veulent les occuper, c'est faux. Donc dans la restauration, il faut s'attendre à payer davantage les restaurants. Bien sûr, il faut s'attendre à ce que, de façon globale, moi je prône une augmentation des salaires. Et notamment dans certains métiers dans le BTP aussi, qui sont en tension. Il faut payer le travail, il faut mieux le payer. Ça, c'est toute une politique économique. Moi, je prône la baisse des charges, la baisse des impôts et l'augmentation des salaires. Je veux que les Républicains, on l'a fait dans notre contre-budget, portent ce message. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a autant de demandeurs d'emploi, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des travailleurs en situation irrégulière? D'abord, on regarde si les Français peuvent le faire et on les incite à le faire. Soit en augmentant les salaires, soit en diminuant la durée d'indemnisation du chômage, parce que c'est bien facile de refuser un emploi pendant 3 ans, parce qu'on a une indemnisation chômage à un niveau élevé, beaucoup plus élevé que dans les autres pays d'Europe. Donc, incitons les Français à occuper ces emplois de 2 manières, moins de chômage, plus de salaire, et puis après, s'il n'y a pas de Français, il y a des étrangers en situation légale qui, eux, peuvent être prioritaires, parce que s'ils sont en situation légale, c'est qu'ils se sont intégrés sur le territoire national avant d'aller chercher des clandestins. Très bien. Mardi, toujours dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, mardi, les sénateurs, à l'initiative de la majorité républicaine, ont voté la suppression de l'aide médicale d'État. C'est ce dispositif qui permet de prendre en charge les frais médicaux des personnes en situation irrégulière sur le sol français. Cette décision est très controversée, alors en particulier à gauche, mais pas seulement. Je vous propose d'écouter Nicolas Revel, ancien directeur de cabinet de Jean Castex et aujourd'hui directeur général des hôpitaux de Paris, qui s'y est opposé sur France Inter mercredi. La conviction que nous avons, c'est que si cette réforme allait au bout, elle aurait un effet délétère sur notre système de santé. Elle coûterait à la fin plus cher et elle constituerait un choc pour l'hôpital public. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites pas simplement à gauche. Nicolas Revel, il est à gauche. Il était directeur de cabinet de Jean Castex. Oui, mais à gauche. Voilà, c'est tout son parcours. Je n'ai rien contre. Et je respecte l'engagement de Nicolas Revel. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous avons voulu faire, c'est bien entendu, une personne qui est en urgence vitale doit être soignée. Et tous les médecins le feront. Et les hôpitaux le feront. Donc nous avons supprimé cette aide médicale d'État qui donnait des droits exorbitants et différents à des étrangers arrivés en situation irrégulière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans notre ville, on a des retraités qui ne peuvent plus se payer une complémentaire, qui n'ont pas droit à l'accès à la santé à 100%. Et on a des clandestins qui sont arrivés depuis Menton, auxquels on paye à 100% tous les frais, y compris certains frais de confort. C'est ça que les Français ne comprennent plus. Enfin, en réalité, c'est ça. Les migrants qui viennent, ce sont des jeunes hommes, en réalité, qui n'ont pas des problèmes de santé. Ça coûte, les dispositifs de soins pour les étrangers en situation irrégulière avoisinent les 2 milliards d'euros. Il y a l'AME, c'est 1 milliard 200 millions d'euros, absolument, plus 9 régimes différents. On les a tous recensés dans un remarquable rapport à l'Assemblée nationale fait par Véronique Louwagie. Et il y a la PUMA, il y a une multitude de dispositifs, 2 milliards. Donc je dis, il faut un équilibre. Bien sûr, quand il y a une urgence vitale, il faut prendre en charge cette urgence vitale, toujours. On est animé par cette humanité. Mais là, on est tombé dans des excès. Il y a 450 000 personnes inscrites à l'AME, tous des clandestins. Tous des clandestins. Tous des clandestins, oui, parce qu'on estime qu'il y a sans doute 1 million de clandestins. Ça ne cesse d'augmenter. Le coût de l'AME a doublé en 10 ans.
Il faut arrêter cette dérive. Voilà, c'est du bon sens. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a travaillé, un agriculteur qui a une petite retraite, ne puisse pas se payer la complémentaire, et des problèmes pour se refaire faire les dents, pour des prothèses auditives, pour des lunettes, et qu'on va payer à 100% quelqu'un qui a violé les lois de la République en arrivant illégalement sur le territoire. Ça, ce n'est pas compréhensible par les Français. Est-ce que vous êtes toujours prêt à déposer une motion de censure en cas d'adoption du projet de loi immigration par le biais de l'article 49.3 ? Nous, j'évacue aucune option, aucune hypothèse, y compris celle-là. Le Sénat a considérablement amélioré le texte initial, c'est vrai, mais moi je dis les choses, la gravité de la situation migratoire, ces chiffres, 2 millions d'étrangers, soit l'équivalent de la ville de Paris, arrivés légalement depuis l'élection de M. Macron. 2 millions. Paris. Il faut arrêter cette force qui est là. Ce n'est pas cette loi qui le fera. Les mesures qui pourraient le permettre n'y figurent pas parce qu'elles ne peuvent pas. La solution, c'est une réforme constitutionnelle. Nous sommes prisonniers aujourd'hui de jurisprudence, de conventions, de directives européennes, de traités internationaux. Il faut changer tout ça. Il faut qu'on reprenne notre souveraineté. Il faut que la France puisse dire qui elle veut accueillir. Et il faut beaucoup moins accueillir. Qui elle ne veut plus, qui elle veut expulser, il faut plus expulser. Et c'est pour cela que le seul moyen, et tous les juristes sérieux le disent, là on est dans la communication avec ce texte, change notre loi fondamentale, notre Constitution. J'ai déposé un texte dans cela. Il sera débattu le 7 décembre prochain à l'Assemblée nationale. J'en serai le rapporteur. C'est un texte, c'est le seul qui embrasse toutes les perspectives, avec 3 sujets. 1, le vote d'un plafond migratoire chaque année par le Parlement. Aujourd'hui, je vous rappelais le nombre des titres de séjour. Il faut sans doute diviser quasiment par 10 ce qu'on accueille aujourd'hui. 2, l'asile, qui a été dévoyé, qui aujourd'hui est détourné. 200 000 demandeurs d'asile, quasiment, sans doute, en 2023. C'était 168 000 l'année dernière. En 2022, là, on est dans un rythme. Premier semestre, c'était plus 14%. Donc, on va tangenter les 200 000 demandeurs d'asile. Je vous le disais tout à l'heure, je le redis, parce que c'est essentiel. Les 3/4 sont des faux réfugiés. Et ils vont rester définitivement en France. Et le troisième objectif ? Et le troisième objectif, c'est l'expulsion. Voilà. Là encore, on ne peut pas nous dire, on ne peut pas expulser quelqu'un vers l'Algérie, condamné pour terrorisme en France, parce qu'il risquerait sa vie en Algérie. Eh bien, moi, je préfère qu'il risque sa vie en Algérie, qu'il menace la vie de nos enfants en France. Alors, un mot sur les européennes. Pourquoi vous ne serez pas vous-même tête de liste des Républicains aux européennes ? Il paraît que Nicolas Sarkozy vous encourageait à le faire. On revient sur la première partie de notre émission, parce que je suis député de Nice et que j'entends le rester. Voilà, et que je zigzague pas. Nice, c'est ma ville. Nice m'a tout donné. J'y suis né, j'y ai grandi. Certains ne diront pas beaucoup, mais je veux apporter à ma ville la confiance qu'elle m'a témoignée. J'ai été élu 4 fois député de Nice, et je rappelais les conditions difficiles les 2 dernières fois. J'aime cette ville, je suis fier de la représenter à l'Assemblée nationale, j'ai un lien charnel avec elle, et pour moi la politique c'est tout à la fois une affaire de conviction, et vous connaissez mes convictions, elles n'ont jamais varié, je n'en ai jamais dévié. On me reproche d'être à droite depuis longtemps, je l'assume. Vous êtes les témoins, parce que vous êtes les témoins de cette vie politique locale et nationale. Et je remercie Nice Matin d'avoir cette mémoire. J'ai toujours été au même endroit, j'ai toujours eu les mêmes convictions. Mais ces convictions, elles résident dans une terre. Pour moi, la politique, c'est à la fois des convictions, et c'est à la fois un lien charnel, physique, avec une terre et surtout avec les habitants qui la composent. Alors j'ai bien vu que certains me donnaient des conseils, y compris dans le courrier que vous évoquiez tout à l'heure. Je mesure la sincérité de ces conseils et ils m'invitent à plus que jamais garder le lien avec Nice. Le conseil de Nicolas Sarkozy, il était sincère ? Plus sincère que celui que j'évoque en tout cas. Alors, qui, pour mener cette liste des Républicains aux Européennes, on ne voit pas qui peut rivaliser aujourd'hui avec François-Xavier Bellamy.
François-Xavier Bellamy, je l'ai dit, je vous le répète aujourd'hui, a vocation, parce qu'il a été le représentant de nos députés au Parlement européen, a occupé une place essentielle, voire la première sur cette liste. Il a d'imminentes qualités, il a fait l'honneur à notre pays, il a mené de beaux combats au Parlement européen. Il est compétent, il a siégé, il a été présent, il est intervenu avec un extraordinaire courage devant Olaf Scholz, où il a dit aux Allemands qu'il fallait qu'ils arrêtent de traiter par le mépris la France. Oui, mais nous déciderons, je ne l'annoncerai pas aujourd'hui, je suis désolé, nous le ferons en son temps. Je crois que les Français aujourd'hui ont d'autres préoccupations que lancer la campagne des élections européennes, mais je vous le confirme, François-Xavier Bellamy a tous les talents et tous les atouts pour prétendre à conduire cette liste. Vraiment tous les atouts. Vous raillez souvent le caporalisme de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise. Est-ce que ça veut dire que vous allez autoriser à François-Xavier Bellamy à défendre ses convictions personnelles, notamment, a-t-il dit, contre l'IVG? Je ne crois pas qu'il soit sur cette ligne. Oui, c'est ses convictions personnelles, il a dit en 2019. Je ne crois pas qu'il soit sur cette ligne. En tout cas, c'est clair, et j'ai eu l'occasion de lui dire, ce n'est pas l'engagement des Républicains, ce n'est pas mon engagement personnel. L'IVG est un droit. C'est notre famille politique qui l'a installé. C'est Simone Veil, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Et j'entends bien à ce que ce droit, cette liberté plutôt fondamentale soit défendue, préservée. Pour en finir juste sur les européennes, est-ce que les macronistes ont raison de dire qu'ils seront les seuls à présenter une liste pro-européenne? Mais non, c'est ridicule, c'est caricatural. Nous avons besoin de l'Europe, je le dis, notamment dans les enjeux migratoires, parce que nous avons besoin de l'Europe sur les grands défis de l'avenir, du climat, du numérique, des enjeux sanitaires aussi. Donc l'échelon européen, dans la compétition internationale, dans l'affrontement des blocs, la Chine, les États-Unis, si on n'a pas cette dimension sur certains sujets, je pense sur le médicament, nous serons écrasés. Nous ne compterons plus. Sur l'immigration. Mais il faut, nous le disons très clairement, que les intérêts de la France soient mieux défendus. Et il faut que cette Europe, elle soit différente. Voilà, le dogme de la concurrence qui a empêché la naissance de champions industriels doit s'arrêter. L'Europe allemande qui interdit le nucléaire, ça doit s'arrêter pour ouvrir des centrales à charbon. Voilà. Mais là aussi, ce que nous payons aussi, c'est l'affaiblissement de la France. Pourquoi la France est moins respectée en Europe? Parce qu'elle est mal gérée dans notre hexagone, que nous avons 3 000 milliards d'euros de dette, que nous avons les impôts et les prélèvements obligatoires les plus lourds d'Europe, que nous avons les dépenses publiques les plus élevées, les déficits les plus importants. Donc comment peut-on nous respecter quand on est le mauvais élève économique de l'Europe? Mais ne tuons pas l'idée européenne. Moi, je suis européen, mais je suis pour une Europe qui n'efface pas les nations, qui n'efface pas nos racines. Et il y a eu des dérives technocratiques dans cette Europe. C'est justement, et ces dérives technocratiques, les amis de M. Macron les ont soutenues. Le groupe Renew au Parlement européen a voté pour tous les textes les plus dangereux. Et il y a des députés, peut-être pas tous, mais une majorité de ce groupe qui a porté des dispositions très dangereuses. Nous sommes là pour défendre une Europe forte, des nations, mais qui n'efface pas, qui ne dilue pas et qui n'est pas contraire aux intérêts de la France. Sur les questions migratoires, nous avons besoin d'une protection aux frontières externes de l'Europe, parce que si les migrants continuent à arriver à Lampedusa, 3 jours après, ils sont à Menton. Donc ça, il le faut. Il faut une force aux frontières, Frontex revue, qui éloigne les bateaux, qui les renvoie vers les côtes de départ. Bien sûr, il le faut. Mais après, on doit avoir dans chaque pays la capacité à décider qui on accueille ou qui on n'accueille pas, sans qu'on vienne nous imposer des règles qui ne seraient pas conformes à l'intérêt du pays. Pour revenir sur le parti, sur les Républicains, ça fait bientôt 1 an que vous le présidez. Pourquoi n'avez-vous toujours pas mis en œuvre une de vos priorités, qui était l'abrogation des primaires? Nous avons
Vous l'avez mesuré, depuis que je suis président, nous avons traversé des moments difficiles, pas simplement pour le parti, difficiles pour le pays. Hein. Nous avons eu la crise des retraites, le débat sur les retraites, nous avons la situation en Ukraine, nous avons eu les émeutes, nous avons eu au mois de juillet l'attaque du Hamas. Voilà. C'était trop occupé. Ces questions, elles relèvent quelque part un peu de la politique politicienne. Cette réforme, oui, mais elles sont importantes pour le parti. Cette réforme, elle viendra, personne n'en doute. Vous connaissez ma position. Vous gardez l'engagement à les supprimer. Oui, il y a des gens chez vous comme David Lisnard qui tiennent à les conserver. Oui, je l'entends, mais je crois qu'il faudra qu'on ait une organisation telle que je l'avais soutenue lors de ma candidature à la présidence des Républicains, qui fasse que le parti assume ses responsabilités. Nous le ferons. Je ne crois pas que ça soit le moment. Quel Français comprendrait qu'on ouvre ce débat là où il y a tant de difficultés aujourd'hui? Pourquoi soutenir et continuer à soutenir Laurent Wauquiez plutôt que David Lisnard, par exemple? Écoutez, là encore, dans l'optique de la présidentielle de 2027. Là encore, la politique, c'est une question de cohérence. Quand j'ai été élu président, j'ai dit que pour moi, celui qui réunissait le plus d'atouts, de talents, de convictions, appuyé sur un enracinement personnel et territorial puissant, aussi bien en Haute-Loire que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était Laurent Wauquiez. Je ne suis pas homme à changer d'avis chaque jour. Si avec le temps, ce que j'ai dit, je le pense toujours. Ouais, même si avec le temps, ça n'enlève rien aux qualités dont dispose David Lisnard. David est un ami, je travaille avec lui au conseil départemental, c'est un brillant président de l'Association des maires de France. On aura besoin de sa voix dans ce débat. De toute façon, on ne gagnera que dans l'unité, que dans l'addition, que dans le rassemblement. Le jeu va se réouvrir. Monsieur Macron ne pourra plus être candidat. Ceux qui se revendiquent de lui devront porter le bilan dont il est comptable. En matière économique, j'évoquais les chiffres, en matière de sécurité, d'augmentation de la violence, en matière d'immigration. Il y aura une alternative à trouver. Bien à nous de la porter, à nous de faire qu'elle soit crédible. Et pour élargir votre assise, vous allez vers où? Vers l'extrême droite ou vers le macronisme pour chercher ces électeurs que vous avez perdus? On reste indépendant. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de me référer aux uns aux souvent autres. On dit ça, mais on a l'impression très souvent que c'est plutôt vers l'extrême droite. Hier, on commémorait l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Moi, je suis profondément gaulliste. Nous sommes les héritiers du général de Gaulle. Ça peut paraître très loin pour les jeunes générations. Oui, sauf qu'une partie de ces gens-là sont partis chez Emmanuel Macron. On a une famille politique qui a une histoire. Ouais. Moi, je veille à ce qu'elle soit indépendante, d'un côté comme de l'autre. Je ne me résous pas à ce que le ralliement aux uns ou aux autres soit une perspective inéluctable qui voudrait dire quoi? Qu'on disparaît. Bien non, moi, je ne vise qu'une place, c'est la première. Et pour cela, il faut être indépendant. Et aujourd'hui, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants du pouvoir. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes différents de Marine Le Pen sur des sujets, notamment sur les sujets économiques. Hein. On l'a vu sur les retraites, elle était pour la retraite à 60 ans. Moi, j'ai défendu une réforme qui n'était pas parfaite, mais qui était crédible, parce qu'autrement, si on ne réforme pas, bien demain, il n'y aura plus de retraite. Pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, je pense à nos retraités qui ont déjà des retraites très faibles, et que si on n'avait pas fait cette réforme, on aurait pu voir leur pension s'effondrer. Eh bien, c'est ce que proposait quelque part un peu Marine Le Pen. Bien, ça, il y a des différences. Donc, nous avons une histoire, nous avons des racines, nous avons des talents, un projet. J'y travaille tous les jours à ce projet, notamment avec Emmanuel Mignon, qui nous a rejoints, qui est, certains disent, un des plus beaux cerveaux de la République, et je le crois. Alors, on a des experts qui reviennent vers nous, on a des forces qui reviennent vers nous. En parlant de beaux cerveaux, juste deux mots. Il paraît que vous êtes très impressionné par Gabriel Attal. En tout cas, j'ai approuvé certaines des décisions qu'il a prises depuis qu'il est ministre. Notamment l'abaya. Il a été courageux sur l'abaya. Il a fait ce que jusqu'alors, M. Macron nous avait toujours refusé. Moi, j'ai porté des amendements pour supprimer les vêtements religieux, le burkini dans les piscines, sur les plages. Systématiquement, la majorité s'y est opposée. Donc Gabriel Attal, c'est Emmanuel Macron sans le en même temps. M. Attal a réussi, et je l'en félicite. Et d'ailleurs, il a écrit à Charles Anginesi disant qu'il était d'accord
pour qu'il y ait une expérimentation dans les Alpes-Maritimes, comme nous l'avions demandé. Pour nos collèges, il y a une belle expérimentation à Nice qui dure depuis des années à l'école Saint-Vincent de Paul et au lycée derrière le port. Je crois que ce qu'il a fait sur la Baïa, mais non, on va voir. Il y a beaucoup de communication. Donc j'attends la suite, mais le début est encourageant. Frédéric. Une dernière question. Le 28 octobre, un proche de Christian Estrosi, le député Horizon des Alpes-Maritimes, Philippe Pradal, était l'invité de cette émission. Nous l'avons interrogé notamment sur la perspective de l'élection présidentielle. Voici ce qu'il nous a déclaré. Ce qui est certain, c'est que le camp modéré prendrait un risque énorme, et moi je ferai tout pour le combattre, à ne pas présenter un candidat unique ou une candidate unique, parce que ce serait l'assurance, à mon avis, de voir les extrêmes renforcés. De plus, ça serait le risque de ne pas être présent au deuxième tour. Éric Ciotti, est-ce que vous pensez, comme Philippe Pradal, qu'il faut un candidat unique pour le camp modéré? D'abord, j'ai du respect pour Philippe Pradal. Je le dis, qui est un élu qui a toujours été attaché au service de l'intérêt général. Il a été d'ailleurs assez maltraité et dégradé dans la mairie de Nice. Maire, premier adjoint, puis troisième adjoint au profit de M. Boré. Je redis mon respect à M. Pradal. Après, je dis à Philippe qu'il revienne à la maison. Oui, il faudra qu'un candidat, mais qu'il soit, j'en suis convaincu, en tout cas je travaille pour cela, ma conviction c'est celui qui aura de la force, s'il est républicain et s'il n'est pas comptable du bilan actuel qui n'est pas un bon bilan. Et si Gabriel Attal est plus fort à la fin, vous seriez prêt à dire le candidat du camp modéré étant un Gabriel Attal ou un autre, il vaut mieux se ranger derrière lui plutôt que de prendre le risque de faire élire les extrêmes? On n'en est pas là. Je me bats pour que le candidat le mieux placé soit celui des Républicains. J'y consacre beaucoup d'énergie, croyez-moi. Alors, on passe à la question perso. Frédéric. Éric Ciotti, si vous êtes le mieux placé pour faire gagner les Républicains à l'approche des prochaines présidentielles, les abandonnerez-vous quand même pour vous présenter à Nice en 2026? Voilà, vous me prêtez beaucoup d'ambition. Après Nice, la présidence de la République, non. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Ouvrir ces débats, voilà, j'ai dit les choses sur l'élection présidentielle et je m'y tiens. Merci beaucoup Éric Ciotti, merci Frédéric Maurice, merci Sophie Doncé, Franck Fernandez et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'interview à la une. Notre invité sera David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes et président de l'Association des maires de France. Bonne journée et bon week-end à tous.